Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition du journal hebdomadaire de Beffroi Vision. Commençons avec les titres de la semaine. Une vitrine au ton humoristique d'un magasin cartésien, la collecte de dons du sang, un tour au marché aux bestiaux qui devient le seul des Hauts-de-France, l'exposition Aressois de Solesmes à l'Office du tourisme et pour terminer, les 2 derniers épisodes de Famille tout écran. Pour débuter ce journal, nous partons au magasin d'optique de Monsieur Marion, qui, si vous avez remarqué, possède une affiche publicitaire sur sa vitrine au ton humoristique. Tout cela dans le but de pallier à un accident. Vous êtes curieux? Eh bien, je vous propose de découvrir ce reportage de Claude Delcourte et de moi-même. Bon, une année qui commence très fort. Effectivement, le lundi 3 janvier, j'étais en week-end et j'ai reçu un coup de fil vers 10h30 de mon agence d'alarme qui m'a dit « Votre magasin est fracassé, il y a une voiture qui est rentrée dedans ». Donc d'autres commerçants m'avaient appelé entre-temps en me disant « Faut que tu rentres vite parce qu'il y a un problème ». Alors effectivement, je suis arrivé, enfin moi j'étais pas sur place, il me fallait 2 heures pour rentrer, mais ma collaboratrice est revenue tout de suite. Et effectivement, le magasin était assez dévasté, la voiture avait reculé, était sur le trottoir. Donc a priori, avec le recul, ce qui s'est passé, c'est une dame charmante qui a perdu, ce qu'on appelle perdu les pédales. Il y a des témoins, il y a les caméras de la ville qui confirment avec le film. Une dame a mis son clignotant, s'est garée, et pour quelle raison, au lieu de stopper, s'est mis à accélérer et est rentrée dans le magasin. Voilà. Donc elle est ressortie tout doucement, elle est sortie de sa voiture, et puis elle n'a pas compris ce qui lui arrivait, quoi. Et après, sous le choc, effectivement, les pompiers sont venus pour contrôler si elle était quand même en état de choc après, quoi. Voilà. Quelles a été vos appréhensions ou même vos craintes par rapport à cet accident pour votre commerce, par exemple ? Alors, je vous en reparlerai plus longuement, mais ça tombe mal parce que moi, c'est mon année de retraite, donc je pense m'arrêter dans les semaines ou les mois qui arrivent. Et donc, ça complique un peu les choses. Bon, il n'y a pas eu d'accident corporel, ce que m'a confirmé la police en me disant on est passé quand même à côté de quelque chose de plus grave. Si un gamin passait à ce moment-là, ça aurait pu être dramatique. Alors peut-être que la dame, voyant un gamin, aurait eu plus d'attention et n'aurait pas eu ce mauvais réflexe. Enfin, toujours est-il que voilà, n'ayant pas eu de pépins physiques et d'accidents graves, je me suis permis d'en plaisanter après en me disant, compte tenu que je vais avoir une planche en bois pendant quelques mois parce que le Covid, je ne sais pas si c'est abandon ou c'est une réalité, mais on m'annonce 2 à 3 mois de délai pour avoir les réparations terminées. Donc je ne pouvais pas rester avec une planche en bois et j'ai décidé d'en faire un support publicitaire. Voilà. Comment vous est venue l'idée? C'est vos collaborateurs ou c'est vous ou même d'autres personnes qui vous ont inspiré? De plus en plus dans l'optique aujourd'hui, on communique un peu sur la dédramatisation du port de lunettes et on en fait un peu un côté sympathique. Donc j'ai tout de suite appelé mon agence de communication Atoll qui, je leur ai dit, il faut me trouver quelque chose d'un peu sympa parce que je ne vais pas rester 3 mois avec une vitrine en bois. Ils ont été très réactifs, j'ai eu la proposition dans l'après-midi. J'avais un imprimeur très réactif dans le coin, je ne vais pas citer pour faire de la pub, mais tout le monde la connaît, qui m'a fait le document en 3 jours et j'ai pu le poser tout de suite. Quel a été vos retours par rapport à cette affiche assez originale? Très bon, hein. J'avoue que ça fait le buzz déjà dans le réseau Atoll, tout le monde l'a repris. Et puis bon, la presse est venue et les clients en rient. Enfin, les gens qui sont au courant, parce qu'effectivement, quand on n'a pas vu la vitrine avant, on ne comprend pas pourquoi. Mais voilà, les gens qui sont au courant de l'événement en rient. Voilà, c'est plutôt, voilà, on va faire quand on va sortir de bon cœur, quoi. Voilà. En effet, comme vous le dites, ça fait beaucoup de buzz. Il y a beaucoup de gens qui nous disent « Ah, c'est vraiment original ». Vous pensez peut-être la garder, mais même si ça vous pose un peu de contraintes pour vos marchandises. On va voir. J'espère que ça ne va pas trop s'éterniser. Il est possible qu'on profite du support pour mettre un autre message dans le même esprit. Je vous dis, moi, j'ai 65 ans maintenant. J'ai mes droits à la retraite. Donc, je vais passer la main à ma collaboratrice dans les semaines et les mois qui arrivent. Donc, on verra. Ce sera l'occasion de faire un support tant qu'on n'a pas la vitrine refaite. Voilà. Il n'y a pas mort d'homme, comme on dit, et il faut rester positif dans tout ce qui arrive, quoi.
Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Marion. On vous souhaite bonne continuation, qu'il n'y ait plus de problème à l'avenir pour vous et peut-être bientôt une bonne retraite dans le calme et dans la sérénité. Merci beaucoup, merci à vous. Et bonne année à tous les catésiens et catésiennes. Hein. Merci. Eh bien, on peut dire que Monsieur Marion a eu une très bonne idée. Continuons avec une action très noble. Il s'agit de la collecte de sang à la salle Jean Havret, qui a eu lieu le 12 janvier dernier. Cœur et âme sensible, attention, car ça va saigner. Et pour preuve, 80 catésiens et moi-même y avons participé. Un reportage de Claude Delcourt et de moi-même. Alors, je suis le docteur Huillot, médecin de prélèvement à l'établissement français du sang, et nous sommes ici pour une collecte mobile où notre objectif est de récolter le plus possible de poches. Alors, vous êtes présent depuis quelle heure et pour l'instant, est-ce que les récoltes sont bonnes? Alors, la collecte a débuté à 10h et oui, ça a l'air de bien se passer. Alors, souvent, vos collectes sont à peu près de combien en moyenne, si vous savez à peu près? Ça dépend un peu du personnel que j'ai. Sur une collecte de la journée, on peut faire une centaine de poches. D'accord. En grande majorité, quels sont les groupes sanguins que vous cherchez? Car en ce moment, comme toujours, il y a des problèmes de fournissement et de collecte et qu'il faut certains groupes sanguins en particulier. Alors tous les groupes sont recherchés, bien sûr, puisque nous avons des difficultés d'approvisionnement en ce moment, mais certains groupes sont plus recherchés que d'autres, comme les O et les groupes B et AB, qui sont beaucoup plus rares. Alors, pourriez-vous nous décrire les différentes étapes à faire pour faire un don, par exemple? Si moi, demain, je voudrais venir et faire un don. Alors pour faire un don, déjà, il faut être âgé de plus de 18 ans, ne pas être sous tutelle ou curatelle, il faut être bien hydraté avant de venir et donc ne pas avoir donné son sang dans les 2 mois qui précèdent. Comment se déroule l'inscription? Alors l'inscription se fait au secrétariat là-bas. On enregistre donc les donneurs en vérifiant leur identité. Ensuite, les donneurs ont un questionnaire à remplir. Une fois qu'il l'a fait, il se présente devant le médecin ou le personnel. Il peut avoir un infirmier formé à l'entretien pré-don pour juger si le donneur est apte à donner et si son sang peut être collecté sans danger pour le receveur. Ensuite, il passe au prélèvement qui dure une dizaine de minutes à peu près. Et ensuite, on l'invite à passer en collation pour se réhydrater, rester à peu près un quart d'heure, 20 minutes avant de repartir chez lui. Alors, vous nous disiez justement que l'inscription se fait à l'accueil avec la madame qui est là aujourd'hui. Mais il n'y a aussi pas d'autres possibilités, notamment sur Internet, sur l'application? Alors, bien sûr, on peut toujours s'inscrire pour prendre un rendez-vous sur Internet, mais le passage devant la secrétaire pour vérifier l'identité sera toujours obligatoire. En moyenne, combien dure un don? Car souvent, les gens sont réticents, car cela prend, selon eux, beaucoup de temps. Le don en lui-même dure 10 minutes. Maintenant, tout dépend un peu de l'affluence, les formalités, le secrétariat, l'entretien et l'attente au prélèvement. Donc selon les collectes, ça peut être très rapide et parfois il peut y avoir un peu d'attente, effectivement. Alors, en dehors d'ici, est-ce qu'il y a d'autres possibilités de faire des dons? Bien sûr, il y a des dons qui sont possibles dans les maisons du don, qui sont situées pour nous à Valenciennes, à Lille, à Arras. Et bien sûr, il y a d'autres collectes mobiles dans toutes les communes. Le site de Valenciennes s'occupe de faire les collectes mobiles dans le Valenciennois, le Douaisis, l'Avesnois et le Cambrésis. On peut donner, bien sûr, à condition de respecter 6 dons par an pour un homme, 4 dons pour une femme et un intervalle minimum de 2 mois entre chaque don. Hormis le fait d'être majeur, de peser un certain poids ou d'être sur curatelle ou de ne pas l'être, est-ce qu'il y a d'autres conditions pour justement faire un don? Certains problèmes de santé qu'il faut éviter? Oui, bien sûr, certaines maladies, certains voyages peuvent contre-indiquer le don. C'est le médecin ou le personnel chargé de l'entretien pré-don qui va juger si le don est possible. S'il n'est pas possible pour une utilisation thérapeutique, il nous arrive parfois de prélever les donneurs et leur sang sera utilisé en laboratoire pour faire des tests, des réactifs de l'enseignement, de la recherche. Les demandes du labo varient selon le temps et donc on le fait parfois sur certaines collectes et pas sur d'autres. Alors justement, nous avons vu auparavant qu'avant même de faire le don, donc de remplir une poche, il y a différentes petites fioles qui sont remplies. À quoi servent-elles?
Alors, on prélève sur chaque poche de sang différents tubes qui servent à faire des analyses de sécurité pour dépister certaines maladies. On fait systématiquement une numération formule sanguine, un dosage du fer, de la ferritine, des sérologies de dépistage de maladies comme l'hépatite B, l'hépatite C, le sida, la syphilis. Et certains tubes sont conservés, ce qu'on appelle la biotech. Donc si jamais on détecte un problème sur un don, on peut retrouver le tube, même de plusieurs années auparavant, pour voir si l'anomalie existait déjà. Ça fait longtemps que vous êtes donneur, monsieur? Non, c'est la deuxième fois. D'accord, donc vous êtes un tout jeune donneur. Qu'est-ce que ça vous fait de donner du sang, monsieur? C'est une démarche qui est personnelle ou que vous avez eu connaissance d'amis ou de famille, par exemple? Non, c'est une démarche complètement personnelle et puis si ça peut aider des gens, c'est le principal, quoi. C'est pour ça que je le fais. Et aussi, on ne va pas se mentir, il y a une très bonne collation à la fin. Voilà, ouais. Ça aussi, ouais. Sans quoi votre don s'est très bien passé, il n'y a pas eu de problème ni de complications? Non, impeccable. Une équipe très professionnelle et puis rien à dire, quoi. Eh bien, j'espère que personne n'est tombé dans les pommes et que vous aussi maintenant, vous voulez donner votre sang. Maintenant, partons du côté du marché aux bestiaux de notre ville, qui devient le seul marché des Hauts-de-France, à la suite de la fermeture du marché aux bestiaux d'Arras. Des raisons, des explications? Tout cela vous sera donné dans ce reportage de Claude Delcourte. Alors c'est exceptionnel, aujourd'hui on reçoit des visiteurs le jeudi, alors des visiteurs, des professionnels. Depuis le 1er janvier, le Cateau a récupéré le marché d'Arras. Donc les utilisateurs d'Arras sont arrivés au Cateau et donc se retrouvent maintenant le jeudi matin pour négocier leurs animaux. Donc c'est un marché de maigre et un marché de viande. Donc aujourd'hui on a accueilli 200 animaux, c'est beaucoup pour la région, beaucoup pour le marché du Cateau. Un nouveau rendez-vous, hein. Avant le Cateau c'était un marché le lundi avec des veaux, une centaine de veaux, un marché le mardi avec de la viande et aujourd'hui le jeudi avec 400 animaux, donc 600 animaux qui sont passés cette semaine au marché du Cateau. Voilà, donc une grande réussite pour nous. Et une grande réussite aussi parce qu'on a le soutien de la municipalité. Voilà, on a un projet d'investissement et je vais laisser monsieur le maire en parler. Oui, c'est une journée exceptionnelle. Vous savez, il y a eu l'annonce par mon collègue et maire d'Arras, Frédéric Le Turc, de fermer le marché d'Arras pour des raisons qui sont propres au marché d'Arras. Et donc, il ne reste plus qu'un marché dans les Hauts-de-France et c'est celui du Cateau. Alors je disais tout à l'heure à la presse que celui du Cateau, c'est celui qui a le plus d'ancienneté. Hein. Il a été créé en 987. Il a vécu jusque les années 70 dans les rues de Fémy, plusieurs rues du Cateau. Et en 1970-12, il y a M. Roland Grimaldi qui était maire, a fait les fondations. Et en 1972-73, de mémoire, Jean-Pierre Labouré, qui était maire, a construit les bâtiments. Donc je dis toujours que c'est un moment de convivialité, d'échange. C'est aussi une valeur sûre du terroir et c'est aussi une valeur sûre des échanges et de la valeur des bêtes échangées. Puisqu'on côtoie à la fois les éleveurs, les acheteurs et maintenant le marché aux bestiaux, il a toujours rayonné beaucoup dans l'Aisne, dans l'Avesnois, dans le Valenciennois, et puis maintenant on s'étend avec des éleveurs à Arras. On a eu beaucoup de chance et que depuis 3 ans, on avait arrêté la régie à caractère industriel et commercial pour de la mauvaise gestion, je dirais tout simplement. Et on a eu la chance d'avoir une association d'éleveurs, 25 éleveurs du coin qui ont repris le marché. Donc nous, on met à disposition les locaux, ils le gèrent, il y a un règlement, ils savent le faire respecter. Mais ce qui est important, c'est qu'on dit beaucoup défendre le monde rural. Oui, mais il faut le faire. Hein, les grosses villes rejettent cette activité qui emploie quand même beaucoup de personnes. C'est une activité liée au monde agricole et c'est un plus. Et le Cateau, il ne faut pas oublier que le marché aux bestiaux fait partie de ses trésors, fait partie de la valeur historique de cette ville et il fallait à tout prix qu'on le défende. C'est le sens que le conseil municipal a bien appréhendé en décembre à l'unanimité. Et on va faire à la fois des aménagements, puisque encore pour optimiser l'offre et être aux normes, il faudra une station de lavage pour les camions quand ils repartent. On va faire des aménagements locaux. Et la cerise sur le Cateau, on va créer une halle qui permettra de faire des manifestations avec le marché, mais aussi en dehors du marché, d'exposition de produits du terroir, puisqu'on fait partie du parc naturel. Donc c'est un enjeu fort. Moi, j'ai toujours défendu le marché aux bêtes et je continuerai à le défendre.
Parce que dans la société actuelle, tout ne peut pas se passer par informatique, par mail, échange. Il faut des contacts. Et quand on achète, quand l'éleveur vient avec sa bête, il faut un lieu qui puisse apporter la bête. Et il faut des acheteurs qui soient là. Donc c'est un lieu de rencontre, de débat. Ça a gardé ses valeurs où il tope encore entre les mains, où il y a la cloche. Et ça, c'est important dans les relations humaines. Donc je félicite M. Aignot et l'ensemble de son association. Je remercie l'autre association qui va nous rejoindre, qui vient d'Arras, qui vont venir maintenant au Cateau avec une journée spécifique, comme l'a justement bien dit Alexandre, et puis que le marché du Cateau vive et qui permet de développer d'autres projets autour des échanges commerciaux. Merci. Êtes-vous satisfait des évolutions qui devraient arriver? On a besoin, on fait 2 concours par an et on en aura sûrement un 3e. On a des demandes pour Noël, période de Noël où c'est une grosse consommation de viande de qualité. Et le fait de faire ce concours à Noël, on aura besoin de plus d'espace pour accueillir plus d'animaux et plus de visiteurs. Donc cette halle arrive au bon moment et sera au bon endroit.
Et nous retournons au marché aux bestiaux, où Madame Marie-Sophie Hélène, vice-présidente de la région Hauts-de-France en charge de l'agriculture, est venue donner une bonne nouvelle à Monsieur le maire. Je suis ravie d'être ici aujourd'hui aux côtés de Serge Siméon et aux côtés de l'association des éleveurs qui gèrent le marché aux bestiaux. Je salue vraiment la volonté politique de Serge Siméon qui a été heureusement il y a quelques années très impliqué dans la revitalisation de ce marché, parce que le maire d'Arras a subitement décidé de mettre fin au marché d'Arras. Et il a bien fallu trouver une solution de repli pour les chevilleurs, les éleveurs et tout le monde de l'élevage qui gravite pour pouvoir maintenir un marché, le dernier marché aux bestiaux des Hauts-de-France. Et donc s'il n'y avait pas eu cette volonté d'accueillir au Cateau dans une zone idéalement située au carrefour en fait, du Hainaut, mais aussi de régions voisines comme les Ardennes, de bassins d'élevage importants, eh bien, je crois qu'on aurait pu faire une croix, tout simplement, sur le marché aux bestiaux, alors même que c'est le cœur battant de l'élevage, que c'est là que se font les transactions sur un élément essentiel de notre alimentation, qui est la viande. Et on a besoin de ces outils, comme on a besoin des abattoirs. Voilà, et c'est ici que se rencontre le monde de l'élevage. C'est important aussi, humainement, de maintenir en vie des outils qui comptent dans la vie des éleveurs. Voilà, l'élevage est le parent pauvre de l'agriculture, il ne faut jamais l'oublier. C'est là qu'on voit beaucoup d'agriculteurs qui vivent avec moins de 350 € par mois. Et pourtant, on a envie de manger de la viande locale de qualité, traçable. On a envie de voir nos prairies occupées par des bêtes et des animaux bien de chez nous. On est un pays riche de ce passé d'élevage, et donc on vient soutenir, pour maintenir cet élevage, le marché aux bestiaux du Cateau. On va investir, la région vient annoncer aujourd'hui son soutien financier aux investissements que la commune doit réaliser, et je suis vraiment contente d'amener le soutien de Xavier Bertrand à cette initiative. Voilà, un grand merci Serge. Merci. Merci à Marie-Sophie qui est vice-présidente à la région, en charge du monde agricole et de l'agriculture dans toutes ses composantes, qui est aussi une collègue amie puisqu'elle est maire de Le Quesnoy. Elle sait ce que ça représente un équipement de cette taille. Ça dépasse la ville du Cateau. C'est lié à son histoire. Le premier marché, c'est en l'an 987. Et nous sommes contents d'accueillir avec Mathieu Davoine, qui est mon adjoint, Marie-Sophie. Ça montre l'intérêt de la région, l'intérêt des Hauts-de-France porté par Xavier Bertrand pour développer aussi et soutenir la ruralité. On sait bien que les grands pôles urbains sont orientés plus vers l'activité économique et ignorent cette ruralité, ce qui nous pose des problèmes même au niveau de l'État et de la France. Mais la richesse de la ruralité, c'est qu'on fait vivre des filières. Combien de petites fermes, d'éleveurs sont partout sur notre territoire. Combien il est agréable de manger, pour une fois, je vais le dire, français, et non pas quand on va à Paris de la viande d'Argentine ou d'ailleurs. Je pense que cette richesse, il faut que tous ensemble on la défende, parce que la filière de l'élevage est importante et il faudrait qu'on revienne à cette image d'une France profonde, rurale, où tout le monde ne veut pas aller habiter dans les grands centres urbains, où tout le monde ne veut pas la malbouffe, mais reconnaissent le travail sur le terrain. Et la venue de Marie-Sophie conforte le maire du Cateau avec son conseil dans les choix qui ont été faits à l'unanimité. Et aussi, c'est le message que la région soutiendra le projet d'aménagement. Merci à toi, Marie-Sophie, et tu sais bien que tu es toujours bien accueillie au Cateau. On se voit assez souvent au sein de la région pour continuer à progresser ensemble dans ton champ de compétences. Merci à toi et merci à Xavier Bertrand. Je vous l'avais annoncé dans les titres de la semaine.
l'Office du tourisme accueille jusqu'au 28 janvier l'exposition Art et Soie de Solesmes. Et nous avons pu faire la rencontre de Madame Florence Foy, une passionnée de couture, mais surtout de Pointe-Croix. Membre du club de couture de Solesmes, elle vous propose une exposition en associant le classique et l'original. Un reportage de Claude Delcourte et de moi-même. Bonjour madame, pourriez-vous vous présenter s'il vous plaît? Alors je m'appelle Florence Foy, j'ai 56 ans et j'ai 3 enfants et puis plusieurs petits-enfants. Alors pourquoi vous êtes présente aujourd'hui madame avec une exposition assez spéciale à l'Office du tourisme? Disons qu'on m'a contacté pour faire une exposition. Je fais partie du club Art et Soie de Solesmes pour pouvoir exposer un peu mon travail, quoi. Pourriez-vous parler de votre club? Bon, disons que c'est un club qui regroupe plusieurs sections. On a la section patchwork, la section mosaïque, peinture sur bois et peinture sur soie, qui compte environ 50 adhérents. Et on se réunit habituellement le jeudi après-midi, mais bon, en ce moment, c'est plutôt 4 après-midi par semaine. Voilà. Et vous êtes sur quel type de création? Alors moi, je fais partie de la section patchwork, donc on regroupe le pointe-croix, la couture, le patch, tout ce qui est création plus textile. Quelles sont vos créations préférées? Car je vois qu'il y a beaucoup de pointe-croix, mais aussi des petites poupées, des petites peluches, des mini-coussins. Voilà, moi, je préfère, c'est le pointe-croix et le crochet. C'est 2 points que je préfère le plus, qui me détendent le plus, quoi. Voilà. Comment vous est venue la passion de la couture ou même du pointe-croix? Disons que même quand j'étais petite, ma mère elle me dit toujours que je faisais des petits trucs pour mes poupées. Donc ça remonte à, je pense, vraiment quand j'avais 2-3 ans, j'étais déjà attirée. Et puis ma grand-mère, elle faisait aussi beaucoup de crochet, de tricot. Donc je pense que j'étais attirée aussi du côté de ma grand-mère. Alors quand on observe votre exposition, on voit qu'il y a beaucoup de coutures, différentes façons, avec du point-croix. Mais on voit aussi qu'il y a notamment de la vente. Oui, parce que on peut pas tout garder malheureusement, parce que à force ça s'accumule, donc on essaye de vendre aussi un petit peu pour pouvoir continuer à racheter du matériel puis bon, on va dire on peut pas tout garder non plus, c'est pas possible. Tout à l'heure vous m'avez parlé de beaucoup d'expositions que vous avez notamment en dehors avec votre club. Par exemple lesquelles? On fait une exposition tous les 2 ans au moment de la Pentecôte. Donc cette année, normalement, elle va avoir lieu au mois de mai, en espérant que, avec la pandémie, que ça ne soit pas encore reporté. Donc il s'agit d'une exposition, donc il y a de tout. Donc il y a de la mosaïque, pointe-croix, patchwork, peinture sur bois, en fonction de thèmes choisis par les adhérentes qui font l'expo, quoi. Voilà, donc il y a plusieurs thèmes de choisis, donc il faut se conformer un petit peu au thème, mais on a quand même une section qu'on peut mettre des hors thèmes, quoi. Donc voilà. Tout à l'heure, vous m'avez expliqué comment vous avez connu votre club, et pourriez-vous nous dire combien de temps vous y êtes? Ça fait bien une dizaine d'années que je suis au club Art et Soie. Les années passent vite, mais je crois que ça fait au moins 10 ans, facile. Et je suis toujours bien là-bas, il n'y a pas de problème. Je compte pas en partir maintenant. Donc voilà. Et comment avez-vous connu votre club justement? Disons que j'étais à une expo une fois, parce que ils font comme. Et puis j'ai connu là-bas, donc je me suis proposée pour adhérer au club. Et quand ils ont eu de la place, ils m'ont rappelé en me disant qu'il y avait de la place. Et depuis, ça se passe très bien et vous êtes très contente d'être dans votre club? Très contente. On a beaucoup de relations, très contente. Il y a une bonne ambiance, vraiment, franchement, c'est une bouffée d'oxygène pour moi. Surtout en ce moment, on va dire, c'est une bouffée d'oxygène. Pour vous, c'est un bien-être. Est-ce que vous aurez quelques mots à dire pour justement peut-être susciter des vocations pour plus tard ou pour d'autres personnes? Je sais pas, après, c'est des vocations... Je pense que ça doit être, on l'a ou on l'a pas, je pense. Si on aime bien travailler de ses mains, il faut pas hésiter, parce que ça permet quand même de penser à autre chose, de voir d'autres, puis de rencontrer aussi dans un club d'autres personnes qui ont d'autres points de vue ou qui font d'autres choses que vous, qui sont intéressantes aussi, quoi. Tout à l'heure, en discutant avec vous, j'ai pu comprendre que votre famille était notamment amateur, notamment vos petits-enfants, et que vous avez notamment de l'aide de la part de votre mari aussi. Oui. Moi, j'ai mon petit-fils, notamment,
qui va fouiller dans mes livres et ensuite va chercher les tissus ou le matériel pour pouvoir que je lui fasse des choses. Et mon conjoint qui fait du point de croc aussi. Donc il fait le point de croc, puis moi je termine ses finitions en faisant les finitions couture, on va dire. Eh bien, j'espère que vous serez nombreuses et nombreux à venir découvrir cette exposition qui vous fera craquer à coup sûr. La preuve, moi j'ai craqué pour ce petit poulpe. Maintenant, quelques brèves avec un communiqué du CIAVED. Le CIAVED entreprend des travaux de réfection du quai sur la déchetterie du Cateau à compter du 25 janvier jusqu'au 7 février. La déchetterie restera ouverte le temps du chantier, sauf les mardis pour la fermeture hebdomadaire. Nous invitons les usagers à respecter les consignes de sécurité et à être vigilants sur le site. Nous vous remercions de votre compréhension. Et pour terminer, les 2 derniers épisodes de Famille Tout Écran. Le premier s'intitule « Comment éviter les arnaques du web ». Résumé de l'épisode. La banque a appelé pour prévenir de tentatives de piratage sur le compte des parents. Pour Erwan et sur sa fille Juliette, il est temps de mettre à l'épreuve Myriam, la maman, pour tester sa vigilance. Juliette, je suis trop contente qu'on révise ton code de la route ensemble. Allez, je lance le questionnaire. Code de la route des arnaques du web? Non mais qu'est-ce que c'est que ce traquenard? La banque a appelé ce matin. Ils ont eu des tentatives de piratage sur notre compte pour retirer de l'argent. Ça me dit rien du tout. C'est ce qu'on appelle le phishing. Allez. Question 1. Je reçois un mail de l'étranger m'annonçant que je suis la riche héritière d'une mine de diamants. Que dois-je faire? 1. Je fonce acheter une nouvelle voiture. 2. Je fonce acheter une nouvelle voiture, une villa de luxe et 10 000 € de billets d'avion. 3. C'est une arnaque, je ne réponds pas. Réponse 3. Bien. Question 2. Je reçois un mail de la société d'électricité me demandant de cliquer sur un lien pour me faire un remboursement. Que dois-je faire? 1. Je clique parce que je ne veux pas qu'on me coupe le courant. 2. Je clique et ensuite j'appelle la société. 3. Je ne clique sur rien. Réponse 2. Je vais quand même pas leur laisser de l'argent et... Mince. Et bah voilà, mauvaise réponse. On ne clique jamais sur un lien de ce genre. Ok, j'ai compris la leçon. Par contre, on va quand même pas se faire les 23 questions là. Ah bah on n'a pas travaillé pour rien. Allez. Quelques conseils pour débusquer des mails frauduleux. Faites bien attention avant de cliquer sur un lien. On ne doit jamais donner son mot de passe. L'adresse mail doit être vérifiée. Si elle est fantaisiste, passez votre chemin. Les messages ne doivent pas comporter de fautes d'orthographe. Et n'hésitez pas à signaler ces messages et à les mettre dans vos indésirables. Regarde bien devant toi, clignotant, rétro, tu trompes. Ma chérie, on vient de se faire prélever 5 fois 2 000 € sur notre compte. Oh, fonce, il faut faire opposition à la banque. Ah bah non. Voici le dernier épisode de Famille Tout Écran. Il s'intitule « Ne publiez surtout pas ça sur les réseaux sociaux ». Résumé de l'épisode. Face à l'apparente décontraction dont fait preuve Juliette sur ses réseaux sociaux, il est temps pour ses parents Erwan et Myriam d'intervenir d'une façon musclée en se faisant passer pour ses futurs employeurs. Madame, s'il vous plaît, les patrons vont vous recevoir. Ok, vous allez me priver d'un truc? C'est votre entretien d'embauche, madame. Asseyez-vous. Alors comme cela, vous postulez pour un contrat en alternance. On va vraiment jouer à ça. Candidate rebelle, je le note. Oui, je suis actuellement dans une filière hôtelière et je recherche un contrat en alternance avec mon école pour l'année prochaine. Je vois que vous avez fait du babysitting. J'aide aussi une voisine pour ses courses. Et cette voisine, vous l'aidez en y allant en bikini, à vachir sur un vélo comme sur votre dernière story? Vous allez vraiment me faire la morale? Ouh là là, sacré tempérament, cette candidate. Tu sais, il n'y a pas que tes amis qui vont voir ton profil Instagram. Oui, il y a aussi beaucoup d'inconnus. Mais oui, il y a plein de patrons qui se renseignent sur les profils des candidats qui postulent. J'y avais pas pensé. C'est se remettre en cause. Un bon point. On veut pas que tu te retrouves avec une étiquette que t'auras beaucoup de mal à enlever. Je vais aller les retirer maintenant, comme ça je suis tranquille. Très réactive. On peut lui proposer une période d'essai. Oui. Certains enfants se mettent en scène de manière explicite sur les réseaux sociaux. Une fois postée, la photo ne nous appartient plus et peut laisser des traces indélébiles. Même quand vous l'avez supprimée. Apprendre à son enfant à bien utiliser les réseaux sociaux, à maîtriser son image et à protéger son identité est essentiel. Par exemple, avoir un compte privé et un pseudo permet de filtrer l'accès aux publications. Désolée, mais je n'ai pas retenu votre candidature. J'ai trouvé d'autres profils de parents bien plus gentils.
Parfois, je me demande si elle pose pas le bouchon un peu trop loin, la petite dernière. Bah, attends qu'elle ait faim, tu verras, on sera vite engagés. Voilà, notre journal touche à sa fin. J'espère qu'il vous aura plu et informé sur la vie de notre ville. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, YouTube, Dailymotion et sur Instagram. À bientôt sur Beffroi Vision.